Bonjour, ravi de vous rencontrer. Dans cette vidéo, on va traiter les lois de Kirchhoff. Ces lois permettent le calcul du courant et de tension dans les circuits électriques. Ce sont des lois qui sont basées sur des lois de conservation, que ce soit de la charge ou bien d'énergie. On commence par la loi des nœuds que vous connaissez déjà. Partant de l'équation de conservation des charges, vous avez divergence de vecteur densité du courant plus la variation de la densité volume de charge par unité de temps par rapport au temps égal à 0. C'est quoi la conservation de charge? La loi de conservation, c'est tout simplement la charge ne peut pas être détruite ni créée. Elle ne peut que se déplacer. Donc, en un point, vous avez une charge placée sur ce point. Si elle augmente, ça veut dire qu'une charge s'est déplacée d'un autre point vers celui-là. Si elle diminue, ça veut dire que cette charge de ce point s'est déplacée vers un autre. C'est tout simplement. Qualitativement, elle est décrite par l'équation que vous voyez. Donc, en régime permanent, vous avez les constantes de soit un des variables, soit indépendantes de temps. Il n'y a pas d'accumulation de charge, donc vous avez la quantité de charge dans un volume reste toujours constante, puisque la quantité qui sort égale à la quantité qui entre. Donc en régime permanent, vous avez divergence égale à 0. D'après le théorème d'Ostrov-Grasky qui va lier, ou bien qui lie le flux d'un vecteur quelconque à la divergence, vous avez le flux de vecteur densité du courant égale l'intégrale triple de la divergence des vecteurs densité, puisque on a des divergences égales à 0, par conséquent le flux de vecteur densité égale à 0. Le flux à travers une surface fermée. Puisque vous avez une surface fermée, et le flux, donc il y a deux types de flux, le flux entrant et le flux sortant. Vous savez que le flux d'un vecteur densité de courant à travers une surface, c'est le courant. C'est l'entre, donc c'est le courant qui rentre. Le flux sortant, c'est le courant qui sort. Prenons l'exemple d'un nœud, un conducteur, on peut prendre toujours un conducteur cylindrique, et là vous avez un nœud, on sort deux conducteurs, toujours cylindrique, bien que la forme n'est pas bien symétrique. Là, vous avez le flux à travers toute la surface fermée. Or, vous avez le vecteur J dans un conducteur, il est toujours parallèle, parallèle au vecteur surface, donc sur de la section. Et par conséquent, le flux sortant de la surface latérale est nul, puisque le vecteur densité J, et il sera perpendiculaire au vecteur ds de la surface latérale. Donc, il reste que la surface, la section latérale, la surface latérale. Donc, le flux entrant plus le flux sortant. Vous voyez, dans ce cas-là, vous avez là un flux entrant, vous voyez, JA, il est entrant, et J3, il est entrant, et là, vous avez J2 et le sortant. Donc, pour le flux entrant, vous remarquez ici que vous avez le courant et J, le courant et le vecteur de densité sont en opposition collinéaire avec le vecteur de densité de surface, mais de sens opposé. Donc, il apparaît ainsi moins cosinus de pi. Donc, vous aurez un moins, ce terme-là, c'est un moins courant entrant. Si vous faites la même chose pour celui-là, vous avez J3 avec ds. Donc, vous avez plus, vous aurez moins I1, et là, vous aurez moins I3. Donc, et à la sortie, vous avez J, même sens que ds. Donc, vous avez plus, ce terme-là, vous avez c'est plus I sortie. Donc, il y a un seul courant, il y a ici deux. Donc, moins la sommation du courant, la somme du courant entrant égale la somme du courant sortant. C'est une sommation algébrique, parce que ça peut être négatif ou positif. C'est bon, c'est les entrants. Donc, vous avez un courant, et vous avez un moins. Si le courant, il est sortant, vous avez plus. Donc, la loi des nœuds, c'est qu'en un nœud, vous avez la somme du courant qui entre égale la somme du courant qui sort. Tout simplement, une loi qui est simple, mais qui va servir beaucoup par la suite. Alors, la loi des mailles, elle est basée sur la conservation d'énergie. C'est simplement, si vous prenez une maille, c'est quoi une maille? C'est un ensemble de branches qui forment une boucle fermée. Voilà des branches, des nœuds A, B, C, D. Et une branche, c'est une partie ou un tronçon de circuit entre deux nœuds consécutifs qui se suivent. BE, c'est pas une branche, puisqu'il y a entre BE, il y a un autre nœud. Donc, ce sont branches, c'est une partie du circuit entre deux nœuds consécutifs. Si vous prenez un sens de parcours, vous faites la somme des différences de potentiel autour de, si vous faites un tour complet de la maille, vous aurez égal à 0. V1 moins VB, etc. À la fin, vous aurez égal à 0. C'est simple. Donc, on va voir leurs applications, c'est très très important. Maintenant, on va passer à la résolution pratique des équations en électrocinétique. Donc, on va voir l'application de ces deux lois. Donc, dans un circuit, vous avez plusieurs mailles, plusieurs branches.
Donc vous avez plusieurs courants. Or, si vous avez n courants, hein, nombre d'équations, vous n'avez pas besoin de n équations. Donc, c'est le vrai nombre inconnu, il est moins que ça. Donc, on va, puisqu'ils sont liés, d'autres sont liés par la loi des nœuds, on peut les déterminer. Une fois on connaît certains courants, on peut en déduire les autres en utilisant les lois des nœuds. Le nombre réel d'inconnus qu'on doit chercher est donné par la formule suivante. B, hein, c'est le nombre de branches dans le circuit, le nombre de nœuds, n, hein, et m, c'est le nombre d'inconnus, hein, c'est le nombre d'inconnus, qui est égal aussi au nombre de mailles indépendantes. Une maille indépendante, ça veut dire qu'une maille qui possède au moins une branche qui n'est pas partagée avec les autres. On va voir ça par la suite. Donc on passe maintenant aux applications pour bien éclaircir ces points-là. Donc prenons un exemple simple, je commence par des exemples simples et après d'autres exemples qui vont un peu être compliqués. Hein, donc vous aurez un circuit électrocinétique, hein, vous avez des générateurs, vous avez des épaules. Hein. Donc j'ai simplifié, j'ai pas utilisé des récepteurs et ça, j'ai laissé ça pour la suite. Donc là, la première des choses, hein, on va suivre une procédure, hein, pour résoudre ce problème. Le but, c'est de calculer le courant, hein, dans chaque branche. Donc maintenant, vous avez un courant, un circuit sans courant. Donc la première des choses, sur chaque branche, hein, on va adopter un sens positif pour le courant. On va choisir du courant, on va donner un sens, on va les considérer positifs, c'est au hasard. Donc vous avez trois branches, la première branche, deuxième, troisième, puisque vous avez deux nœuds. Donc là, voilà, je prends du courant au hasard. Je vais les considérer positifs pour l'instant, jusqu'à la preuve du contraire. Et puis, toujours la première étape, c'est écrire la loi des nœuds. Donc vous avez ce nœud, donc le courant qui est entre c'est I1 plus I2, et celui qui sort c'est I3. Donc I3 égale I1 plus 2. Le deuxième nœud, vous aurez la même équation. Donc c'est la même chose. Vous avez I3, vous avez I1 qui sort, donc vous aurez la même équation. Deuxième étape, on détermine sur le schéma du circuit, hein, la polarité des différents dipôles non polarisés en fonction du courant qu'on a. Or, c'est un cas simple, on n'a pas de récepteur non polarisé. Vous avez, voilà, un générateur qui est polarisé. Vous avez le pôle positif, vous connaissez. Des récepteurs passifs sont des résistances qui n'ont pas de polarité. Mais on va indiquer quand même, au bord de chaque résistance, la DDP, la différence de potentiel. Hein. Maintenant, voilà, au bord de générateur, vous savez, le DDP, c'est toujours vers le positif. Au bord des résistances, c'est toujours le sens contraire du courant. La flèche indique le potentiel le plus élevé. Donc vous avez la flèche là, et ici, ils vont dire que le potentiel à ce point, moins potentiel de l'autre côté, égale RI, le produit de résistance. Hein, de la même chose, toujours le sens opposé du courant au bord des résistances. C'est la deuxième étape. Hein. Il n'y a pas de récepteur, on va voir les récepteurs non polarisés, on va les voir dans l'exemple suivant. Donc la troisième étape, on choisit une maille indépendante. Une maille indépendante, c'est-à-dire, on va utiliser cette équation. Donc vous avez le nombre de branches 3, la première branche, deuxième, troisième, nombre de nœuds 2, donc 3 moins 2 plus 1 c'est 2. Donc vous avez deux inconnus, c'est-à-dire deux mailles indépendantes. Je vais choisir deux mailles. Là, combien de mailles il y a? Il y a la première, deuxième et la troisième. Donc celle-là, elle est indépendante et celle-là, puisqu'ils ont au moins une branche qui n'est pas partagée entre les deux. Par contre, cette branche, cette maille, toutes les branches, elles sont partagées, elles appartiennent aux autres. Donc les deux non partagées, ce sont les deux mailles. A, B de ce côté, et A vers B de l'autre côté. Ce sont deux mailles indépendantes, puisqu'ils ont au moins une branche qui n'est pas partagée. Celle-là, elle est partagée entre les deux. C'est l'intersection. Partagée, ça veut dire que c'est l'intersection. Donc là, la branche AB, elle est partagée entre ces deux. Par contre, ces deux branches ne sont pas partagées. Choisir, c'est-à-dire au moins une branche non partagée avec une autre maille. Voilà. Première et deuxième maille. Hein. Quatrième étape, définir un sens de parcours au hasard sur chaque maille. Donc, choisir un parcours, le sens, hein, au hasard. Voilà le premier, voilà le deuxième. Donc, c'est un. Voilà. La cinquième étape, on écrit ensuite la loi relative, les lois relatives aux mailles indépendantes. Je commence par la main. Donc, la somme des DP au bord de cette, quand je fais un tour sur cette maille égale à 0. Donc, je commence par, donc ça veut dire R1. Si le sens de parcours est le même que le sens de DDP, je prends un plus R1, R3. Là, vous avez le même sens, c'est plus R2, I2, égale à 0.
Si vous rencontrez le sens opposé, vous dites moins R2. Donc, dans ce cas-là, voilà, R1, 3, plus R2, I2 égale à 0. Pour la deuxième, je commence de là. Vous avez même sens de parcours. Vous avez R1 et 3, voilà. Toujours même sens, petit r, R1. Le sens opposé, c'est moins E, égale à 0. Voilà le système d'équations. Et vous avez trois équations. On va, ce système-là, je vais le garder, puisqu'il y a trois inconnus, je vais le rendre à deux inconnus. Puisque je vais remplacer I1 par 1 et 3 moins I2. Pour ça, avoir uniquement deux inconnus. Vous pouvez remplacer I3 et garder I1 et I2. Moi, j'ai opté pour remplacer I1 par I3 moins I2. Et j'aurai le système d'équation suivant. Donc, la première équation est toujours I3 et 2. Et là, je remplace par I3 moins I2. Et j'aurai cette équation-là. Donc, c'est à résoudre. Maintenant, le problème, c'est mathématique. Il suffit de résoudre. Je pars de ces données-là. Et j'essaie d'écrire mon équation. Voilà. Et je calcule les courants. Là, c'est côté calcul. Donc, voilà les trois. Maintenant, à discuter. Quand on n'a aucun récepteur non polarisé dans le circuit, il se fait de regarder le signe du courant. Si le signe est positif, par exemple, I1 et 3, sont positifs, donc j'ai choisi le bon sens. Donc, c'est pour I1 et I3, c'est le bon sens. Par contre, pour I2, c'est négatif, donc le bon sens, c'est l'inverse. Donc, je vais inverser le sens de I2 et je prends la valeur absolue de I2. Voilà, le problème est résolu. Donc, si vous n'avez pas de récepteur non polarisé, c'était par exemple les moteurs et ça, dans votre circuit, une valeur négative, ça veut dire que le vrai sens positif, c'est l'inverse. Par exemple, pour I2, je change le sens des A vers B. Et je prends la valeur absolue. Pour les valeurs positives, je les garde. C'est le bon sens. C'est clair? Donc maintenant, je vais voir un autre cas où j'ai un récepteur non polarisé. Voilà, vous avez un moteur, par exemple, de force contre électromotrice E', il n'est pas polarisé. C'est-à-dire, la borne positive n'est pas indiquée ou bien la borne négative. Les bornes ne sont pas indiquées, c'est à vous de les chercher. Maintenant, la première étape, je vais choisir au hasard les courants. Et 1 et 2, 3, dans différentes branches. Alors, loi des nœuds, dans ce cas-là, c'est quoi? Le nœud, voilà, vous avez I1 entrant égale I2 plus I3 sortant. Voilà. Je vais définir les polarités aux bornes de chacun. Donc pour le récepteur, pour le générateur, il est déjà polarisé, donc j'indique le DDP, la différence de potentiel aux bornes. Donc c'est toujours le sens opposé de courant pour le récepteur. Pour la même chose pour là. Pour le récepteur non polarisé, suivant le sens de courant que vous avez choisi. Choisis I2 de A vers B. Or pour un récepteur, le courant il entre toujours par la borne positive. Voilà. Donc je vais choisir positif ici. Et la borne négative de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le courant que j'ai choisi doit entrer par la borne positive. Si jamais j'ai choisi le sens inverse, donc la polarité, ça va être plus ici et là, négative. C'est clair? Donc la non polarisée, donc je choisis la polarisation, donc la polarité de récepteur suivant le sens de courant que j'ai choisi. Donc j'ai choisi le sens de I2 de A vers B, donc le courant doit forcément entrer par la borne positive. Donc la borne positive, c'est là. De l'autre côté, c'est la borne négative. Donc la polarité, donc voilà le sens de DP. Maintenant, je vais choisir un parcours, nombre de mailles, c'est comme tout à l'heure, donc vous avez 3, donc 2 mailles. Je vais choisir 2 mailles, puisque le nombre de branches n'a pas changé, le nombre de nœuds. Maintenant, je vais choisir les parcours. Voilà l'équation. Si je commence, je commence par là. R1 et 3, même sens, donc R1 et 3. Voilà. R1 et 3. Moi, dans ce sens, c'est l'opposé de là, c'est moins R2 I2. Et sens opposé de E', donc c'est moins E'. La même chose pour le deuxième. Donc vous avez, je commence par là, c'est R1 et 3, voilà. Dans le même sens que R1 et I. Et le sens opposé, c'est moins E. Donc, la même chose, je vais garder uniquement deux inconnus, I2, 3. Je vais remplacer I1 dans la deuxième équation par I2 plus 3. Vous pouvez remplacer I3 par I1 plus moins I2 si vous voulez garder les inconnus I1 et I2. Moi, j'ai opté pour ça. Donc, les équations, voilà, avec deux inconnus I2, 3. Et le troisième, ça va s'en déduire de l'équation de loi des nœuds. Maintenant, avec les données, voilà mon équation.
Et maintenant, il faut toujours commencer par déterminer le courant dans la branche où existe où se trouve le récepteur non polarisé. Hein, puisque ça, on va voir pourquoi. Alors, le calcul m'a donné un courant I2, il est négatif. Alors là, il faut faire attention. Si vous avez un récepteur non polarisé, et vous avez choisi un courant, et souvent ce courant-là, vous avez choisi la polarité de ce récepteur, et vous avez trouvé un courant négatif. C'est pas d'inverser comme tout à l'heure, d'inverser le sens, non. Ah non, je dois inverser le sens de I2, et si j'inverse le sens, automatiquement, la polarité, hein, les bornes de récepteur vont changer, ça veut dire le plus en bas et moins, et je dois refaire tout le calcul de le départ. Hein. Maintenant, c'est pas la peine de chercher 3 et 1, puisque j'ai trouvé I2 négatif. Donc, je dois changer le sens de I2, changer le sens de les polarités de récepteur, et je dois refaire tout le calcul. Voilà. Maintenant, j'ai changé le sens de I2, automatiquement, voilà, loi des nœuds, ça va changer. Hein. Et maintenant, la polarité, ça va, c'est bon pour les récepteurs, c'est pas problème. Mais là, vous avez le courant, donc c'est l'inverse. Et là, le courant est lent, elle est de B vers A. Donc automatiquement, le courant va entrer par la borne positive. Hein, c'est en bas. Et soit par la borne négative. Toujours pour un récepteur non polarisé, hein, je choisis les bornes positives et les bornes suivant le sens de I2. Toujours pour un récepteur, le courant il entre toujours par la borne positive, soit par la borne négative. Et maintenant, voilà la différence de potentiel E' au bord de récepteur. Maintenant, je vais, nombre de mailles indépendantes ou bien d'inconnues, c'est le même. Ça va. Donc, je choisis les deux sens et j'ai créé la loi de maille. Je commence par la première, je commence de là, R1 et 3. Le même sens, le sens de parcours, et elle a le même sens que la DDP au bord de la résistance. Donc c'est plus R1 et 3. Voilà. Même sens, hein, dans ce sens, j'ai le même sens que là. Donc plus R2 et 2, même sens que E', donc plus 1. Donc c'est le sens de parcours coïncide avec le même sens de la DDP, vous mettez un plus. C'est coïncide avec l'opposé de la DDP, c'est moins. Donc pour la deuxième, hein, voilà, je commence de R1, voilà, même sens que R1 et 3, même sens que RI, donc R1, le sens opposé, si je fais un tour dans le sens, donc c'est moins E. Voilà. Maintenant, la même chose, je vais remplacer E1 par l'expression, et 3 moins E2, je garde, avec les données que j'ai, hein, voilà mon circuit. Je vais commencer toujours par chercher le courant. Hein. Ah, une deuxième fois, j'ai trouvé un courant négatif. Attends. La première fois, j'ai trouvé un courant négatif, j'ai changé le sens. Et une deuxième fois, j'ai trouvé un courant négatif. Ça veut dire quoi? Un courant ne peut pas être négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant de cette branche. I2 égale à 0. Pourquoi? Parce que la DDP, la différence de potentiel, hein, au bord de ce récepteur, elle est inférieure à E'. Donc le moteur ne peut pas fonctionner. E', c'est quoi la force contre les motrices? C'est la DDP minimale pour faire fonctionner le moteur. Si vous avez une tension au bord de moteur, de récepteur inférieure à E', donc, ne démarre pas. Donc, comme si vous avez un circuit ouvert. Donc, le courant ne passe pas. Donc, I2, dans ce cas-là, égale à 0. Donc, c'est égal à 0. Ça veut dire que cette branche-là n'existe pas. Comme si c'est un circuit ouvert. Puisque le moteur ne fonctionne pas. Donc, vous avez un circuit ouvert. Vous avez là le vide. Donc le courant ne peut pas circuler. Donc le circuit va se réduire à un simple circuit. Peu importe les autres courants, hein, pour moi. Hein. Le plus important, c'est la branche où se trouve le récepteur non polarisé. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est va agir sur les autres courants. Donc puisque j'ai trouvé 2 fois le courant négatif, ça veut dire que le moteur ne peut pas fonctionner, que la différence de potentiel au bord de ce récepteur n'est pas égale ou bien supérieur ou égal à E', puisqu'il y a des résistances là qui ont chuté la tension du générateur, hein, beaucoup, jusqu'à ce qu'avoir au bord de récepteur, vous avez une tension qui est inférieure à E', donc le moteur il ne fonctionne pas, donc c'est un circuit ouvert. Donc I2 égale à 0, et par conséquent, le circuit de départ est là, maintenant il va se réduire uniquement à ce circuit-là, puisque je vais enlever cette partie. Hein. Le courant I2 égale à 0, ça peut dire cette partie n'existe pas. Elle reste uniquement une maille. Et voilà la maille
Donc, la même chose, vous avez un courant I, donc je vais choisir les polarités, un sens de parcours. Donc voilà, je commence par ce R1 fois I1, même sens RI fois I1, sens opposé c'est moins E2, et voilà, vous simplifiez, vous avez votre courant. Vous avez un seul courant. Voilà un autre exemple. Dans ce circuit-là, nous avons un récepteur, mais il est polarisé. Donc on va choisir le courant arbitrairement. Hein, voilà. Puis on va définir les polarités dans le circuit. Voilà le loi des nœuds. Puis on va définir les polarités. Vous avez les récepteurs polarisés, les générateurs. On connaît le sens de la force électromotrice. Les résistances, toujours l'inverse du courant. Hein, au bord de récepteurs polarisés, vous avez toujours de moins vers plus. Je vais choisir deux mailles. Hein, et j'applique la loi des mailles. Je prends un sens arbitraire dans les deux mailles. Donc dans la première maille, vous avez, si je commence à partir de là, j'ai de le son, donc le parcours de le son de la force électromotrice quand l'électromotrice prime, donc j'ai E' plus R1, R2, voilà, E' plus R1, R2, toujours dans le même sens de parcours, donc j'ai R2, I2 et moins I2, voilà. Donc pour la deuxième, c'est pareil, donc je pars de ce sens-là, donc E' plus R1, R2, moins petit r, R3 et moins E1. Donc je remplace toujours I1 par I3 plus pour garder uniquement les deux inconnus I2 et 3, puisque le troisième, on va le déduire à partir de l'équation, les lois du nœud. Voilà mon système d'équations. Avec les données que j'ai là, je vais établir mon système d'équations. Donc la solution, ça va donner, toujours je commence par le courant ou la branche où elle est négative, où il y a un récepteur. Donc j'ai un courant négatif dans cette branche. Dans ce cas-là, comme si j'ai uniquement une résistance, donc je change le sens du courant. Donc le vrai sens c'est de B vers A. De même, dans toutes les autres branches, si vous avez un courant négatif, vous changez le sens, hein, et vous gardez la valeur à celui du courant. Donc là, vous avez un récepteur, mais qui va jouer le rôle d'un générateur, puisque le courant va de B vers A. Ben, c'est pas un moteur, on prend l'exemple des accumulateurs. Hein. Votre batterie de téléphone portable, est-ce que le fonctionnement normal, il travaille fonctionne comme générateur, mais lorsque vous le rechargez, vous le mettez en recharge, il joue le rôle d'un récepteur. Mais là, on va besoin, donc là, c'est comme le premier cas, comme si vous avez uniquement des résistances. Hein. Donc, si vous avez un récepteur polarisé dans le circuit, si vous avez le courant qui circule de ce récepteur est négatif, vous changez le sens et vous gardez la valeur. C'est pas comme le cas d'un récepteur non polarisé qu'on avait vu tout à l'heure. Prenons le cas, par exemple, d'un récepteur qu'on connaît, par exemple un générateur. Voilà, dans un petit circuit, vous avez deux générateurs. Là, vous avez force électromotrice E1 et 2. Prenons le courant I dans ce sens. Donc les polarités sont voilà. Et maintenant, on va voir le courant, on va calculer le courant I. Hein. Vous voyez, là c'est le courant. Hein. Avec les données que j'ai là, j'ai un courant négatif. Ça veut dire que I va dans le sens contraire. Ça veut dire que le générateur de force électromotrice 1 va jouer le rôle d'un générateur, alors que E2 s'est transformé en un récepteur. Donc, il va absorber du courant. Donc là, vous avez un récepteur qui est polarisé et il peut fonctionner dans un circuit comme générateur ou bien comme récepteur. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.